des professionnels autres que ceux du service public peuvent siéger pour attribuer tel ou tel autre marché à telle ou telle personne. Mais également, je crois qu'il faut, comment dire, faire tout au niveau de l'État. Dans le code des investissements, permettre en l'allégeant, parce que c'est des secteurs où on ne peut pas aller au même niveau d'investissement que dans d'autres secteurs, si c'est des routes ou si c'est des, je sais pas, d'autres types d'infrastructures beaucoup plus importantes, où il faut effectivement aider à structurer le secteur, avec des cinéastes qui ont du talent, avec des jeunes qui ont du talent, en défiscalisant, en réduisant les droits d'impôts ou de douane sur certains matériels qui sont considérés comme des matériels de luxe, alors qu'aujourd'hui c'est des produits véritablement d'usage courant. Donc je pense que c'est tout ça qui permet effectivement d'arriver à créer ce secteur. Mais également la formation. Nous formons beaucoup de journalistes, rien contre les journalistes, mais les métiers de l'audiovisuel ne se résument pas aux journalistes. Il y a des producteurs, il y a des assistants, il y a des ingénieurs du son, il y a des scripts, il y a une panoplie. Moi, j'en avais identifié au moins 500 dans le domaine de la communication et de l'audiovisuel. Dans tous ces métiers, il faut de la formation. Pas de manière académique classique ou sur des longues durées, mais avec des modules, des choses qui permettent effectivement aux gens d'acquérir des capacités, d'être plus performants, d'acquérir des talents, de les faire davantage éclore et qui permettent effectivement de mieux structurer le domaine et d'avancer. C'est indispensable. Et un pays comme le Sénégal, qui est un pays d'intelligence, qui est un pays de savoir-faire, qui a été un pionnier dans beaucoup de domaines, de la presse et de l'audiovisuel, etc., doit se mettre à ce niveau de compétitivité, d'imagination et de performance. Mais les gens ne comprennent pas justement que le Sénégal, qui était très performant dans ces domaines-là, soit aujourd'hui là où il est, au moment où le Maroc, où de grosses productions d'Hollywood sont tournées au Maroc. Oui, absolument. Le Maroc tourne bon an, mal an, une vingtaine de films. C'est une volonté politique. Ils se sont organisés pour. On peut prendre également d'autres exemples. Vous prenez un pays comme l'Éthiopie, on dit qu'il est en termes de développement humain 178e sur 187, etc. Mais qui a la principale compagnie aérienne du continent, qui fait près de 300 et quelques milliards de chiffres d'affaires par an, qui a une quarantaine d'avions, qui fait près de plus de 60 destinations dans le monde. C'est une question de volonté politique. Si le Sénégal peut se dire, je veux être le leader de la communication sur le continent, et je me donne un objectif sur 10 ans, on le planifie et on met en place les outils et les rouages qui permettent de le faire. Même en disant quelquefois peut-être aux entreprises, si vous appuyez un fonds qui aide à structurer la communication et à la développer, vous pouvez être exonéré à selon tel niveau, selon tel critère, etc., des impôts et tout. Mais il y a des incitations fiscales, il y a un ensemble de mécanismes qui ont été mis en place par ailleurs qu'il faut mettre en place. Et moi, je crois beaucoup à ça parce que ce sont des secteurs qui sont pourvoyeurs d'emplois. Et mettre les articulations nécessaires entre la culture, la communication, le tourisme, tout ce qui touche au capital humain de manière globale. Beaucoup de pays sont en train de le faire. Vous avez évoqué tantôt un pays comme le Gabon, où, effectivement, c'est dans ces stratégies où les gens aujourd'hui s'inscrivent. Et qui se traduisent également d'un point de vue éducatif dans les structures d'éducation que l'on met en place. L'Angola, par exemple, a inauguré, je crois, cette semaine, un centre, un institut très important où ils ont mis énormément de financement sur les télécommunications et les NTIC, etc., etc. Donc beaucoup de pays sont en train d'élaborer des stratégies, d'aller vers ce sens, de consolider véritablement leur tissu économique et culturel national. Il faut, si on a ce type d'ambition, il faut le traduire dans la réalité. Et ne pas être là et considérer que, voilà, encore une fois, la communication, c'est un accessoire dont tout le monde a besoin, mais que tout le monde ignore royalement quand il s'agit de mettre les moyens. Vous avez la formidable expérience d'avoir été dans le public et dans le privé. Est-ce qu'on peut avoir une articulation public-privé dans nos pays, dans ce domaine de l'audiovisuel justement au Sénégal? Oui, c'est possible et je crois que c'est la régulation qui permet de le faire, et des cahiers de charges tellement précis. Il faudrait aujourd'hui, le public n'a pas à compétir avec le privé sur certains types de l'heure. En termes des langues nationales, de la couverture nationale du pays, rien n'oblige une chaîne privée d'aller couvrir l'ensemble du territoire national. Vous n'allez pas mettre un émetteur, je ne sais pas, dans où il y a 1000 personnes, où vous savez que vous n'aurez aucune publicité, où le pouvoir d'achat est ce qu'il est, etc., etc. Par contre, le service public a cette obligation-là. Donc, le service privé est également nécessaire parce qu'il permet d'avoir une certaine compétitivité en termes de qualité de contenu. Il pousse le service public et le pousse à aller à un certain niveau. Et également un troisième palier qui est lorsqu'il s'agit du pays dans son intégralité. On a beau faire notre compétition au niveau interne, de se dire on crée un pot commun, on crée un creuset où le meilleur, le best-of de ce que nous faisons tous ensemble est là et constitue la vitrine du pays. Ça n'empêche pas à chacune des chaînes d'être là, présente, mais d'avoir également ce concept d'un outil commun qui serve à la politique audiovisuelle extérieure du pays
dans différentes langues, etc. Aujourd'hui, les Chinois, les Russes, beaucoup de pays, les Allemands, diffusent dans nos pays et dans nos langues nationales. Alors pourquoi nous, on ne va pas essayer d'aller à l'assaut des autres pays, etc. Si on veut attirer des investisseurs, et surtout qu'on a une diaspora qui est extrêmement importante, parce qu'aujourd'hui, votre public, il est ce public local dans le pays, mais c'est le public à l'extérieur. Et quand on voit la diaspora sénégalaise, le nombre, le montant, le volume d'argent et de transactions, de transferts financiers qui se font, elle aurait même pu participer à cet effort, en mettant peut-être une taxe sur tous les virements reçus ou envoyés, en disant un pourcentage de temps. Si on prend entre 600 milliards et 1000 milliards selon les chiffres que les gens donnent, si c'était 1%, on est entre 6 et 10 milliards de francs. Si c'est 10 milliards de francs dans un fonds d'appui à la communication, ça change toute la donne dans ce pays. Vous avez quand même travaillé au Cameroun en montant 2 chaînes qui ont une ascendance très fulgurante. Comment vous avez pu faire monter des télévisions au Cameroun qui ont réussi, alors que le Cameroun est considéré comme étant un pays sur le plan démocratique qui n'est pas aussi ouvert que d'autres pays comme le Sénégal? Oui, je suis tombé sur quelqu'un qui a financé parce qu'il est l'actionnaire camerounais de la téléphonie, du principal, qui a 65% du marché de la téléphonie au Cameroun, qui est un pays très consommateur, qui est un pays qui est de grands consommateurs, qui a une forte population, etc. Donc, voilà, qui est l'un des poumons de la CEMAC et qui a donc consenti à mettre de l'argent. Quand vous avez, je ne sais pas, des revenus en termes de milliards... Mais comment avez-vous pu conjuguer dans ce pays-là la nécessité de mettre en place une télévision privée indépendante dans un pays qui n'est pas réputé très ouvert? Oui, ben, enfin, peut-être, je pense que j'ai bénéficié également d'un préjugé favorable. N'étant pas du pays, il était clair que je n'avais pas d'agenda autre que professionnel. Je pense que cela a évité. Beaucoup de gens me disent, oui, si vous étiez du pays, vous n'auriez pas pu le faire. Bon, peut-être, oui, c'est ça aussi. L'adage, nul n'est prophète chez soi est valable dans tous les pays, sans doute. Donc je crois qu'il y a eu cette confiance également. Il y a eu également cette volonté de faire vraiment quelque chose de très, très professionnel. Et les gens se sont rendus compte peut-être dans ce que nous faisions, que ça servait le pays, ça servait son image, ça servait à recruter des jeunes qui ne pouvaient pas être absorbés par le marché de la communication publique. Quand je me souviens, à l'époque, on m'a reproché, même y compris dans les journaux, dans la presse, tout ça, de recruter des jeunes, des gens trop jeunes. J'avais une moyenne d'âge entre 25 et 26 ans, des gens, en disant qu'ils n'avaient aucune expérience, parce que les gens pensaient qu'en faisant quelque chose comme cela, on allait aller débaucher les retraités ou le truc du service public. J'ai pris une autre option en disant qu'il faut donner la chance aux jeunes. Moi, dans ma vie professionnelle, on m'a su me donner une première chance, j'ai su la saisir. Il faut donner la chance aux jeunes et créer quelque chose de différent. Vous ne pouvez pas venir faire une réplique de ce qui existait en termes de service public. Il faut innover, c'est ce que vous êtes en train de faire à TFM, à RFM et à l'Observateur, qui explique sans doute le succès que vous avez, et que les chaînes privées également et les autres opérateurs sont en train de faire. Je crois que c'est l'une des pistes. C'est vrai que, bon, ça a l'air un peu contradictoire, mais aujourd'hui, au Cameroun, dont on parle, il y a 15 chaînes de télévision privées. En télévision, sur ces 15 chaînes, il y a 7 ou 8 qui sont sur satellite. Et je dis que c'est une excellente chose. Mais comment ces chaînes peuvent arriver à s'en sortir dans des pays où peut-être l'économie n'est pas aussi florissante? Mais le Cameroun, économiquement, et comparativement au Sénégal, le Cameroun, économiquement, est devant le Sénégal. Un pays comme le Gabon est devant le Sénégal, c'est clair, en termes de PIB, quels que soient les critères économiques, macroéconomiques que vous prenez, ils sont devant. Quelquefois, on a cette perception, on croit que nous sommes le centre du monde, mais les chiffres sont là, de la Banque mondiale, des institutions internationales, financières, etc. Le niveau de vie